Ma femme me trompait avec mon frère. Il se moquait de moi jusqu'au jour où j'ai levé mon verre devant toute la famille. À 21h, j'ai levé mon verre devant toute sa famille. Ma femme, Claire, pensait que j'allais simplement lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mon frère, lui, essayait déjà d'éviter mon regard. Puis j'ai prononcé une phrase qui a fait tomber le silence sur toute la salle. Et lorsque ma fille, Émilie, a lancé la vidéo sur l'écran géant, plus personne ne pouvait prétendre ne rien savoir. Mais pour comprendre comment nous en étions arrivés là, il faut revenir quelques mois en arrière. Il était 2h17 du matin à ma montre lorsque le bruit de la serrure a tourné dans la porte d'entrée. J'étais assis, immobile, dans l'obscurité de notre salon. Le cuir de mon fauteuil était froid contre mes avant-bras. Le son familier des talons de Claire a résonné dans le hall en marbre des tapotements prudents, hésitants, bien loin de sa démarche habituellement assurée. Elle n'a pas allumé les lumières. Elle n'a pas appelé mon nom. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un soit réveillé. Quand elle est passée sous l'arche pour entrer dans le salon, j'ai pu sentir son odeur sur elle. Un parfum de luxe, avec des notes de cèdre et quelque chose d'épicé. Pas le mien. Jamais le mien. Mon Dieu, Marc, tu m'as fait peur, a-t-elle haleté, la main sur sa poitrine. Qu'est-ce que tu fais assis dans le noir? Je l'ai observé, ma femme depuis 20 ans, les cheveux en désordre, le rouge à lèvres estompé, et un léger pli sur son chemisier de créateur, d'habitude impeccable. Le collier de perles que je lui avais offert pour notre anniversaire avait disparu. Je t'attendais, ai-je simplement répondu, ma voix d'un calme troublant, même à mes propres oreilles. La réunion avec le client a duré plus longtemps que prévu. Sa capacité à se reprendre était impressionnante, presque admirable dans son efficacité. Oui, le dossier Morrison est un cauchemar. Leurs avocats n'arrêtent pas de présenter de nouvelles exigences à la dernière minute. Je suis épuisé. Elle a laissé tomber son sac à main sur la table d'appoint et a passé une main dans ses cheveux blonds. Je vais prendre une douche et me coucher. Ne m'attends pas. Alors qu'elle montait les escaliers, je suis resté assis, fixant l'endroit vide où elle se tenait. J'avais envie de hurler. J'avais envie de la poursuivre et d'exiger la vérité. J'avais envie d'appeler mon frère et de lui demander si la trahison était un trait de famille que j'avais manqué. Au lieu de ça, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris une décision. Claire était avocate. Elle savait comment tordre les mots, créer le doute raisonnable, manipuler les perceptions. J'avais besoin de preuves absolues, irréfutables, et je les obtiendrais sans rien briser. Ni ma dignité, ni ma relation avec ma fille, pas même un verre. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir anéanti. Je m'appelle Mark Ellison, j'ai 46 ans, et je suis propriétaire de l'entreprise Construction Ellison. Ce n'est pas la plus grande entreprise de la ville, mais elle est respectée, fiable. Nous construisions des choses faites pour durer, des maisons, des immeubles de bureaux, des centres communautaires. J'étais fier de créer des structures qui seraient encore debout bien après ma disparition. J'ai rencontré Claire Harrington lors d'un gala de charité il y a 22 ans. J'étais là parce que mon entreprise avait fait don de matériaux pour un projet communautaire. Elle était là parce que les Harrington étaient toujours là. Une famille riche depuis des générations, des relations puissantes. Elle se démarquait comme un diamant au milieu de simples perles de verre. Son rire était musical et raffiné. Ses yeux bleus brillaient d'intelligence. « Vous n'êtes pas vraiment à votre place ici, n'est-ce pas ?» furent ses premiers mots, une flûte de champagne délicatement tenue entre ses doigts manucurés. « Ça se voit tant que ça », avais-je souri, mal à l'aise dans mon smoking de location. « C'est rafraîchissant », avait-elle dit. « Tous les autres font semblant. Vous êtes simplement vous-même. » Je suis tombé amoureux, éperdument et rapidement. Claire était tout ce que je n'étais pas cultivée, sophistiquée, ambitieuse. Elle venait de réussir l'examen du barreau et avait reçu des offres de cabinets prestigieux. Quand elle m'a choisi, moi, un entrepreneur aux mains calleuses vivant dans une petite maison, ses parents ont été horrifiés. Cela n'a fait que la réjouir davantage. Nous nous sommes mariés en moins d'1 an. Émilie est arrivée 3 ans plus tard, un mélange parfait de nous deux. Elle avait les yeux bleus perçants de Claire et mes cheveux sombres et indisciplinés. Elle avait l'esprit vif de Claire et mes mains stables. Dès qu'elle a su parler, elle est devenue la médiatrice entre nos mondes de plus en plus différents. « Papa, maman dit que tes blagues sont vulgaires,
mais moi je les trouve drôles, me chuchotait-elle. Maman, papa ne comprend pas tes amis avocats, mais il fait vraiment des efforts, expliquait-elle à Claire. Au fil des ans, la carrière de Claire a décollé. Associée à 35 ans, spécialisée en droit des affaires. Mon entreprise a également grandi, de manière constante, sinon spectaculaire. Nous avons déménagé dans une plus grande maison dans un meilleur quartier, école privée pour Émilie, vacances d'été en Europe. Nous avions la vie que les gens envient. Mon frère, Richard, a toujours été là. De 4 ans mon cadet, éternel célibataire, un conseiller financier au talent exceptionnel. Il m'avait aidé à obtenir des prêts quand je débutais. Il investissait judicieusement les bonus de Claire. C'était l'oncle préféré d'Émilie, celui qui lui a appris à faire du vélo alors que j'étais bloqué sur un grand chantier et que Claire était au tribunal. Tu as touché le jackpot avec Claire, m'avait-il dit une fois, une bière à la main, alors que nous regardions un match dans mon bureau. Ne l'oublie jamais. Je ne l'ai jamais oublié. C'était peut-être ça, le problème. Avec le recul, je vois que les signes ont commencé environ 8 mois avant cette nuit où j'ai attendu dans le noir. Claire a commencé à travailler plus tard, annulant nos rares dîners en amoureux à la dernière minute. Son téléphone est devenu un compagnon jaloux, jamais laissé sans surveillance. Les mots de passe ont été changés sur des comptes que nous partagions autrefois librement. Maman est tout le temps en train de chuchoter au téléphone, m'a dit Émilie un soir alors que nous préparions le dîner ensemble. Quand j'entre dans la pièce, elle raccroche ou se met à parler comme une avocate. J'ai haussé les épaules. C'est un gros dossier, ma chérie. Tu sais comment elle est. Mais il n'y avait pas que les appels secrets. Claire est devenue critique envers tout, mes vêtements, ma conversation lors des réceptions de son cabinet, même ma façon de charger le lave-vaisselle. De petits manques de respect qui s'accumulaient comme des flocons de neige avant une avalanche. Tu es obligé de porter cette chemise? On va voir les Preston. Laisse-moi peut-être gérer la conversation quand Janet posera des questions sur la politique. Pour l'amour de Dieu, Marc, peux-tu au moins faire semblant de comprendre la différence entre un chardonnay et un sauvignon blanc? Richard a commencé à venir plus souvent à la maison, souvent quand j'étais censé être sur des chantiers. Je suis rentré plus tôt une fois et je les ai trouvés en train de rire dans la cuisine, des verres de vin à moitié vides. Un silence gênant est tombé lorsque je suis entré. On regardait juste quelques options d'investissement, a expliqué Richard en rassemblant des papiers trop rapidement. Le fonds pour les études d'Émilie a besoin d'attention, a ajouté Claire, sans vraiment croiser mon regard. J'ai hoché la tête, ignorant le picotement de la suspicion. C'était Claire, ma femme. C'était Richard, mon frère. L'idée d'une trahison semblait absurde. Une mauvaise intrigue de ces feuilletons télévisés que Claire moquait mais enregistrait en secret. Puis est arrivé le week-end où Claire a prétendu devoir assister à un séminaire juridique à Lyon. Elle a fait sa valise avec soin, de la nouvelle lingerie que je n'avais jamais vue dépassant de sa valise quand elle est allée dans la salle de bain. Quand j'ai proposé de la conduire à l'aéroport, elle a insisté pour prendre un taxi. Ne sois pas bête. Tu as cette grosse réunion de projet, et la circulation sera terrible. Le même week-end, Richard a mentionné qu'il rendait visite à un client à Bordeaux. J'ai enfoui mes soupçons encore plus profondément. Une coïncidence? Rien de plus. J'étais paranoïaque, peu sûr de moi. Claire m'avait choisi, n'est-ce pas? 20 ans ensemble ne pouvait pas être un mensonge. Mais un soir, j'ai surpris une conversation de Claire au téléphone dans son bureau, la porte mal fermée. Je ne peux pas parler longtemps, chuchotait-elle. Oui, tu me manques aussi. Non, il ne se doute de rien. Bientôt, je te le promets. Une fois que tout sera en place. Quand elle est sortie 30 minutes plus tard, elle n'était que sourire et questions décontractées sur ma journée. Je n'ai rien dit. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé à côté d'elle, fixant le plafond, sentant le centimètre d'espace qu'elle maintenait soigneusement entre nos corps. La distance n'avait jamais semblé aussi grande. Le point de rupture est arrivé un mardi après-midi, un jour banal sauf pour la façon dont il a fait voler mon monde en éclats. J'étais dans mon bureau, en train d'examiner des devis pour un nouveau projet, quand Émilie a frappé à ma porte. Ma fille de 17 ans, d'habitude si confiante et lumineuse, se tenait dans l'encadrement de la porte, les yeux rougis et les mains tremblantes. « Papa,
est-ce que je peux te parler? J'ai immédiatement posé mes papiers. Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a fermé la porte derrière elle et s'est assise lourdement dans le fauteuil en face de mon bureau. Ses doigts se tordaient les uns les autres, une habitude nerveuse qu'elle avait depuis l'enfance. Je te cache quelque chose, dit-elle d'une voix à peine audible. Et je ne peux plus. Ça me ronge de l'intérieur. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Avait-elle eu des ennuis à l'école? Était-elle enceinte? Était-elle malade? Quoi que ce soit, nous trouverons une solution ensemble, ai-je promis. Émilie a pris une profonde inspiration, secouée d'un frisson. C'est à propos de maman. Quelque chose dans son ton a glacé mon sang. Il y a 2 semaines, j'allais faire une surprise à Jenna pour son anniversaire. Je suis allé au café près de l'hôtel Royal où nous devions nous retrouver. Elle a dégluti difficilement. J'étais en avance, alors j'attendais dans ma voiture. Et j'ai vu. J'ai vu la voiture de tonton Richard entrer sur le parking de l'hôtel. Ma bouche est devenue sèche. Émilie. Maman était avec lui, papa, sa voix s'est brisée. Ils ne m'ont pas vu. Ils s'embrassaient. Pas un baiser amical. Ils s'embrassaient vraiment. La pièce a semblé basculer. Je me suis agrippé au bord de mon bureau. Je ne savais pas quoi faire, a continué Émilie, les larmes coulant maintenant sur son visage. J'ai pris des photos avec mon téléphone parce que je pensais que je voyais mal, mais non. Ils sont entrés dans l'hôtel ensemble. Ils se tenaient la main. Elle a sorti son téléphone avec des doigts tremblants, a ouvert sa galerie et l'a fait glisser sur le bureau vers moi. Les images étaient un peu floues, mais sans équivoque. Claire et Richard enlacés contre sa BMW. Les doigts de ma femme dans les cheveux de mon frère, sa main possessivement placée au creux de son dos. Je suis tellement désolé, papa, a sangloté Émilie. Je ne savais pas comment te le dire. J'avais peur que ça détruise tout. J'ai regardé les photos, un calme étrange s'installant en moi. C'est curieux comme la confirmation de vos pires craintes peut apporter une certaine paix. L'incertitude était terminée. Maintenant, je savais. Je me suis levé, j'ai contourné le bureau et j'ai serré ma fille dans mes bras. Tu as fait ce qu'il fallait, ma chérie, ai-je murmuré dans ses cheveux. Merci d'avoir eu le courage de me dire la vérité. Elle a pleuré contre mon épaule, son corps secoué par la force de ses sanglots. Qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai tenue à bout de bras et j'ai regardé dans ses yeux bleus, si semblables à ceux de sa mère mais remplis d'une honnêteté que Claire avait abandonnée depuis longtemps. Je vais m'en occuper, ai-je dit. Mais j'ai besoin de ton aide, et j'ai besoin que tu me fasses confiance. Tu peux faire ça? Émilie a hoché la tête en essuyant ses larmes. Je te fais confiance, papa. Je t'ai toujours fait confiance. À cet instant, tout est devenu limpide. Le chemin à suivre m'est apparu avec une clarté aveuglante. Claire et Richard m'avaient trahi de la pire des manières. Ils avaient menti, comploté et s'étaient moqués de ce que je tenais pour sacré. Ils n'avaient pas seulement blessé moi, mais aussi Émilie. Je n'allais pas réagir sous le coup de la colère. Je ne leur donnerais pas la satisfaction de me faire passer pour instable ou violent. Non, cela exigeait quelque chose de bien plus calculé. Cela exigeait une justice qui se mange froide. Tu veux faire quoi? A demandé Émilie, les yeux écarquillés d'incrédulité. Nous étions assis dans un café à 30 km de chez nous, où il n'y avait aucune chance de croiser quelqu'un que nous connaissions. 3 jours s'étaient écoulés depuis sa révélation, et j'avais utilisé chaque minute pour planifier. Je veux rassembler des preuves, ai-je répété calmement, en remuant mon café. Des preuves irréfutables de leur liaison et de tout ce qu'ils préparent d'autre. Mais pourquoi ne pas simplement confronter maman maintenant? Nous avons les photos. J'ai secoué la tête. Ta mère est avocate, Émilie. Elle pourrait prétendre que c'était un moment de faiblesse. Une seule erreur. Elle pourrait retourner la situation, faire des promesses qu'elle n'a aucune intention de tenir. Émilie a baissé les yeux sur son sandwich intact. Tu penses que ça dure depuis longtemps? J'en suis certain. J'ai tendu la main sur la table et j'ai serré la sienne. Et il y a autre chose. J'ai entendu ta mère au téléphone. Je pense qu'il prépare quelque chose,
qui implique peut-être nos finances. Sa tête s'est relevée d'un coup. Tu veux dire, comme te voler? Je ne sais pas exactement, mais j'ai l'intention de le découvrir. J'ai sorti un petit sac en papier et je l'ai posé entre nous. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. À l'intérieur du sac se trouvaient 3 petits traceurs GPS et 2 enregistreurs à commande vocale, achetés en espèces dans un magasin d'électronique d'une autre ville. Est-ce que c'est légal? A chuchoté Émilie, regardant nerveusement autour du café vide. En ce qui concerne les traceurs GPS, je suivrai mes propres biens, la voiture qui est à mon nom et que ta mère conduit. J'ai soutenu son regard. Mais la moralité de la chose est plus délicate. Je ne te mentirai pas là-dessus. Émilie s'est mordu la lèvre, le conflit visible sur son visage. Puis son expression s'est durcie de détermination. Ils n'ont pas pensé à la moralité quand ils ont commencé à se voir en cachette, a-t-elle dit. Ils n'ont pas du tout pensé à nous. J'ai hoché la tête, la fierté se mêlant au vide dans ma poitrine. Ma fille faisait preuve de plus de courage et de clarté que je n'en avais eu en des mois d'aveuglement volontaire. Nous avons passé l'heure suivante à élaborer notre plan. Émilie placerait un traceur dans la voiture de Claire et un autre dans son sac à main, un sac de créateur avec d'innombrables poches où un petit appareil pourrait rester indétecté. Je m'occuperai de la voiture de Richard la prochaine fois qu'il viendrait. Les enregistreurs seraient placés dans le bureau de Claire à la maison et dans la chambre d'amis où elle passait souvent des appels importants. Et ensuite, a demandé Émilie alors que nous nous préparions à partir. Ensuite, nous attendons, ai-je dit. Nous collectons des données, et au bon moment, nous agirons. Ce soir-là, alors que Claire travaillait de nouveau tard, Émilie et moi avons exécuté la première phase de notre plan. Les traceurs GPS étaient en place, les enregistreurs cachés. J'ai également pris rendez-vous avec la meilleure avocate spécialisée en divorce d'un département voisin, une femme connue pour son efficacité redoutable et qui n'avait aucun lien avec le cabinet de Claire. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Le lendemain matin, je me suis comporté exactement comme Claire s'y attendait, le Marc distrait, confiant, naïf. Je l'ai embrassée sur la joue alors qu'elle partait au travail, je lui ai souhaité une bonne journée, je lui ai dit de ne pas trop travailler. Elle a souri, soulagée par ma prévisibilité. Ne m'attends pas si je suis en retard. Jamais, ai-je répondu, le double sens lui échappant complètement. Dès que sa voiture a quitté l'allée, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché le logiciel de suivi GPS. Le point représentant la voiture de Claire se déplaçait régulièrement vers son bureau au centre-ville. Pour l'instant. Au cours des 3 semaines suivantes, les preuves se sont accumulées comme une lente inondation. Claire n'avait pas un simple moment de faiblesse. Claire et Richard n'étaient pas en proie à une liaison passionnée mais récente. Non, c'était une trahison calculée et de longue date. Les traceurs GPS ont révélé un schéma. 2 fois par semaine, la pause déjeuner de Claire la menait à l'hôtel Royal. 1 fois par semaine, elle passait 3 heures dans l'appartement de Richard en centre-ville. Chaque dimanche, alors qu'elle prétendait être à la salle de sport suivie d'une séance avec son entraîneur personnel, elle était en réalité dans un chalet au bord d'un lac, enregistré au nom d'une société écran qui, j'ai découvert, appartenait à mon frère. Mais les lieux n'étaient qu'un début. Les enregistreurs ont capturé des conversations qui m'ont glacé le sang. Nous devons être patients, disait Claire à Richard lors d'un appel. Si nous agissons trop vite, il pourrait devenir méfiant. Le contrat de mariage a une clause d'infidélité. Combien de temps encore, demandait Richard, la voix boudeuse. Ça fait presque 1 an, Claire. Juste quelques mois de plus. Je prépare le terrain avec les amis et la famille. Pauvre Claire, qui travaille si dur pendant que Marc devient de plus en plus distant et autoritaire. Mon frère Harry. Quelqu'un y croit. Marc est aussi autoritaire qu'un Golden Retriever. Tu serais surpris de ce que les gens croient quand tu leur dis ce qu'ils veulent entendre. Les Preston pensent déjà qu'il est à la limite de la violence psychologique. Apparemment, je l'ai embarrassé à leur dîner en le contredisant sur la politique. Et l'argent? Comment ça avance? On y est presque. J'ai transféré de petites sommes sur le compte offshore. Une fois que nous en aurons assez, je demanderai le divorce, je prétexterai un abandon affectif. Et je repartirai avec la maison, la moitié de son entreprise,
et une pension alimentaire suffisante pour nous mettre à l'aise pendant que nous déciderons de la suite. Et pour Émilie, a demandé Richard. Il y eut une pause avant que Claire ne réponde. Elle s'adaptera. Les adolescents se rangent toujours du côté du parent qui offre le plus de liberté. Une fois que ce sera fini, je serai de nouveau la maman cool, pas la mère stressée qui travaille. Elle finira par revenir. J'ai fait écouter cet enregistrement à Émilie. Elle a écouté, les poings serrés, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Quand ce fut terminé, elle m'a regardé avec une détermination qui reflétait la mienne. Elle obtient quoi si la clause d'infidélité du contrat de mariage est activée, a-t-elle demandé. Rien de plus que ce qu'elle a apporté dans le mariage et une compensation symbolique, ai-je répondu. C'était l'idée de son père, ironiquement. Il ne faisait pas confiance à l'entrepreneur qui épousait sa princesse. Émilie a hoché lentement la tête. Quand est-ce qu'on met fin à tout ça, papa? J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert le calendrier. L'anniversaire de ta mère est dans 3 semaines. Elle prépare cette grande fête au cercle privé. Tous ses amis, sa famille, ses collègues, toutes les personnes importantes qu'elle veut impressionner. Un sourire s'est dessiné sur le visage d'Émilie, si semblable au mien que ça m'a surpris. Parfait. Les dernières pièces de mon plan se sont mises en place. J'ai rencontré l'avocate 2 fois de plus, lui fournissant toutes les preuves que j'avais recueillies. J'ai parlé avec le directeur financier de mon entreprise, m'assurant que mes affaires étaient protégées. J'ai discrètement déplacé le fonds pour les études d'Émilie vers un compte en fiducie sécurisé à son seul nom. Et j'ai fait un achat spécial, un projecteur haute définition et un système de sonorisation, livré à mon bureau plutôt qu'à notre domicile. La veille de la fête, Claire était presque euphorique. Tout doit être parfait demain, a-t-elle dit en étalant sa nouvelle robe, une pièce de créateur rouge qui coûtait plus que ce que certains de mes employés gagnaient en un mois. Les marraines ont confirmé leur venue, et le juge Weller aussi. Ce sera parfait, ai-je promis, et mes mots étaient plus sincères qu'elle ne pouvait l'imaginer. Tout sera exactement comme il se doit. L'anniversaire de Claire tombait un samedi cette année-là, l'un de ces jours parfaits du début de l'automne avec un ciel clair et une brise légère. Le cercle privé était impeccable, la salle de banquet transformée avec des arrangements floraux élaborés et un éclairage tamisé. Un quatuor à cordes jouait dans un coin. Des serveurs circulaient avec du champagne et de délicats amuse-gueules. Je suis arrivé tôt avec Émilie pour superviser les derniers préparatifs, y compris les ajouts spéciaux que j'avais organisés avec le coordinateur de l'événement. Un technicien pour installer mon projecteur et mes haut-parleurs, commodément cachés derrière des paravents décoratifs jusqu'au moment voulu. « Tu es nerveux ?» m'a demandé Émilie alors que nous regardions la salle se remplir d'invités. « Non », ai-je répondu honnêtement. « Je me sens lucide, comme si je voyais enfin tout exactement tel que c'est. » Claire a fait son entrée à 19h30 précise, radieuse dans sa robe rouge, son maquillage expert dissimulant les ridules autour de ses yeux. Elle se déplaçait dans la foule comme une reine, acceptant les compliments et les bises, riant au bon moment. Richard est arrivé 10 minutes plus tard, mal à l'aise dans son costume sur mesure. Il m'a donné une tape fraternelle sur l'épaule, a déposé un baiser sur la joue d'Émilie, et s'est rapidement dirigé vers le bar. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai parfaitement joué mon rôle, le mari dévoué, légèrement déplacé parmi les amis sophistiqués de sa femme mais faisant de son mieux. J'ai surpris Claire en train de m'observer de temps en temps, un léger froncement de sourcils altérant ses traits parfaits lorsque j'ai engagé le juge Weller dans une longue conversation sur sa collection de voitures anciennes. À 21h, le coordinateur de l'événement a tapé une cuillère contre un verre, demandant l'attention. Et maintenant, je crois que Monsieur Ellison aimerait porter un toast à la reine de la soirée. Le silence s'est fait dans la salle. Tous les yeux se sont tournés vers moi alors que je me dirigeais vers le centre de la pièce, une flûte de champagne à la main. Claire se tenait près de l'énorme gâteau d'anniversaire, un sourire étudié sur le visage, s'attendant sans doute à quelques mots maladroits et sincères qu'elle pourrait gracieusement accepter avant de passer à des invités plus importants. Je lui ai souri, j'ai levé mon verre. À Claire, ma femme depuis 20 ans. Des murmures approbateurs ont parcouru la foule. On dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. Mais dans notre cas, j'ai toujours été derrière Claire, soutenant sa carrière remarquable, ses ambitions sociales, ses entreprises privées. Une légère tension est apparue dans sa posture. À côté d'elle, Richard s'est agité, mal à l'aise.
Récemment, j'ai découvert à quel point ma femme peut être ingénieuse, comment elle peut jongler avec tant de rôles exigeants, avocate d'affaires, mondaine, épouse dévouée. J'ai marqué une pause. Passionnément amoureuse. Les murmures se sont transformés en confusion. Le sourire de Claire s'est figé. Oh, pas de moi, bien sûr, ai-je dit en me tournant légèrement pour regarder Richard droit dans les yeux. De mon frère, mon petit frère Richard, qui a été comme un second père pour notre fille, Émilie. Des exclamations de stupeur ont éclaté dans la salle. La flûte de champagne de Claire a glissé de ses doigts, se brisant sur le sol poli. Richard a blêmi, reculant déjà vers la sortie. Marc, tu fais une scène, a sifflé Claire, se reprenant rapidement. Tu te ridiculises. Vraiment? J'ai posé mon verre et j'ai sorti une petite télécommande de ma poche. Voyons qui devrait être embarrassé. J'ai appuyé sur un bouton. Les paravents décoratifs ont glissé, révélant le projecteur. Les lumières se sont tamisées automatiquement, et sur le mur est apparue la première image, Claire et Richard s'embrassant contre sa voiture devant l'hôtel royal. Non, a murmuré Claire. J'ai cliqué à nouveau. Une autre photo, les deux entrant dans le chalet au bord du lac, son bras autour de sa taille. Marc, arrête ça immédiatement. Le père de Claire, le visage rouge de fureur, s'est avancé. Je ne fais que commencer, Gérald, ai-je répondu calmement. Vous ne voulez pas entendre ce que votre fille pense vraiment de son mari? J'ai appuyé sur un autre bouton. Les haut-parleurs ont crépité, et la voix de Claire a retenti, cristalline dans le silence stupéfait. Marc est trop stupide pour jamais le découvrir. Une fois que j'aurai la maison dans le divorce, Richard et moi, on sera partis. La voix de Richard a suivi. Et tes parents? Ils adorent Marc. Le rire de Claire était méprisant. Ils aiment qu'il soit prévisible et ennuyeux, le décor parfait pour mettre en valeur leur fille parfaite. Ils s'adapteront, surtout quand je leur dirai à quel point il est devenu autoritaire. J'ai fait défiler d'autres images et diffusé d'autres extraits audio accablants, la liaison, le complot financier, la diffamation qu'elle avait soigneusement orchestrée. Claire se tenait là, figée, son maquillage parfait incapable de cacher la rage et le choc qui déformait ses traits. Richard avait déjà fui la pièce comme le lâche qu'il était. Autour de nous, les invités regardaient, fascinés et horrifiés, leur téléphone enregistrant discrètement malgré la politique stricte de l'événement interdisant les photos. Quand le dernier enregistrement s'est terminé au celui où Claire discutait nonchalamment de la façon dont Émilie s'adapterait à la nouvelle réalité où j'ai rallumé les lumières. Le silence était absolu. J'ai demandé le divorce la semaine dernière, ai-je annoncé à la salle. Grâce au contrat de mariage et aux preuves d'infidélité, Claire ne recevra que ce qu'elle a apporté dans notre mariage, c'est-à-dire, comme son père me le rappelait si souvent à l'époque, son diplôme de droit et son nom de famille. Je me suis tourné vers mes beaux-parents, qui se tenaient près du gâteau, sous le choc. Gérald, Barbara, je suis désolé que vous ayez dû apprendre de cette manière de quoi votre fille est capable. Je vous ai toujours respecté tous les deux. Barbara Harrington, d'habitude l'image de la composure aristocratique, avait des larmes qui coulaient sur ses joues soigneusement poudrées. Gérald semblait sur le point de s'effondrer. De plus, ai-je continué, les preuves de tentative de fraude financière ont été fournies aux autorités compétentes. Le compte offshore a été gelé. Je me suis approché de Claire, m'arrêtant juste hors de sa portée. La maison est déjà sur le marché. Émilie restera avec moi dans notre nouveau logement. Le tribunal a été particulièrement impressionné par sa déclaration. Claire a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie comme un murmure étranglé. Tu ne peux pas faire ça. Je me battrai. Je te détruirai. J'ai souri, sincèrement amusé. Avec quelles armes, Claire? Ta crédibilité est partie en fumée. Ta réputation est en lambeaux. Même tes parents n'arrivent plus à te regarder. J'ai jeté un coup d'œil au visage choqué du cercle social qu'elle avait si soigneusement cultivé. Ces gens sont venus célébrer ton anniversaire. Au lieu de ça, ils assistent à tes funérailles la mort de la Claire Ellison qu'ils pensaient connaître. J'ai reculé et me suis adressé une dernière fois à la foule stupéfaite. S'il vous plaît, profitez du reste de la soirée. Le gâteau est excellent. Je l'ai choisi moi-même. Émilie et moi, nous partons maintenant.
Ma fille est sortie de l'endroit où elle se tenait avec le coordinateur. Elle s'est dirigée droit vers sa mère, le menton haut, les yeux clairs. « Émilie » a soufflé Claire en tendant la main vers elle. « Ma chérie, ce n'est pas. Ne fais pas ça. » La voix d'Émilie était stable. « J'ai tout entendu. J'ai tout vu. J'ai aidé papa à rassembler les preuves. » La main de Claire est retombée mollement à son côté. « Tu m'as trahi. Ta propre mère. » Le rire d'Émilie fut bref et amer. « C'est l'hôpital qui se moque de la charité. J'ai choisi le parent qui ne m'a jamais menti. » Elle a tourné le dos à sa mère et a pris ma main. Ensemble, nous avons marché vers la sortie, dépassant les murmures et les regards, laissant derrière nous la vie que nous abandonnions. Sur le parking, Émilie a enfin parlé. « C'est fini ?» J'ai serré doucement sa main. « Cette partie, oui. Maintenant, nous commençons le prochain chapitre. » Derrière nous, à travers les fenêtres du cercle privé, nous pouvions voir les conséquences se dérouler. Claire s'était effondrée sur une chaise, ses parents se tenant à distance d'elle, les invités partant précipitamment. Son monde parfait s'écroulait, tout comme elle l'avait prévu pour le mien. Mais j'avais bâti ma vie sur des fondations solides. Et comme les structures que mon entreprise créait, j'allais reconstruire au plus fort, plus sage, avec ma fille à mes côtés. 6 mois plus tard, je me tenais sur la terrasse de notre nouvelle maison au bord du lac, une tasse de café à la main, regardant le lever du soleil peindre l'eau d'or. Émilie était à la maison pour le week-end, après son premier semestre à l'université, dormant profondément dans sa chambre. « Papa ?» Elle est apparue dans l'embrasure de la porte, enveloppée dans une couverture malgré la douceur matinale. « Tu es levé tôt. » Vieilles habitudes, ai-je souri, lui faisant de la place sur le banc. « Bien dormi ? Mieux qu'à la résidence universitaire ?» Elle s'est assise à côté de moi, volant une gorgée de mon café. « Tu as eu des nouvelles ?» Elle n'avait pas besoin de préciser. Dans les mois qui ont suivi la révélation de la fête d'anniversaire, nous nous étions tous les deux adaptés à notre nouvelle normalité. Le divorce avait été finalisé avec une rapidité surprenante, Claire n'a offert aucune contestation une fois qu'elle a réalisé à quel point elle avait été déjouée. La clause d'infidélité du contrat de mariage avait fonctionné exactement comme prévu. Elle était repartie avec seulement ses biens personnels et une petite compensation que j'avais ajoutée, non par gentillesse, mais pour m'assurer qu'elle n'ait aucun motif d'appel. « Ton grand-père a appelé hier, ai-je dit. Lui et ta grand-mère sont toujours en Europe. Je pense qu'ils se cachent des commérages autant qu'ils profitent de leur retraite. » Émilie a hoché la tête. Après la fête, Gérald et Barbara Harrington avaient publiquement renié Claire, leur dégoût face à sa trahison l'emportant même sur la loyauté parentale. Ils avaient cependant tenu à maintenir leur relation avec Émilie, l'appelant chaque semaine et finançant une généreuse fiducie pour son avenir. Et maman ? J'ai hésité. Claire avait tenté de prendre contact plusieurs fois juste après, des appels téléphoniques en larmes, des emails manipulateurs, même une embuscade devant mon bureau où elle avait alterné entre menaces et supplications pour une réconciliation. Chaque tentative avait été accueillie par un silence calme et inébranlable. Finalement, elle avait cessé d'essayer. Elle travaille dans un petit cabinet à Marseille, aux dernières nouvelles. Elle a tout recommencé. Avec tonton Richard ? J'ai secoué la tête. La femme de Richard lui a tout pris dans leur divorce. Il vend des appartements en temps partagé en Floride maintenant. Émilie est restée silencieuse un moment. Tu penses qu'ils se sont déjà aimés ? Ou c'était juste l'excitation ? Le frisson de faire quelque chose d'interdit ? C'était une question que je m'étais posée de nombreuses fois. Je ne sais pas, ma chérie. Je ne suis pas sûr que ça ait encore de l'importance. Elle s'est appuyée contre mon épaule. Celle que je croyais qu'elle était me manque. C'est bizarre ? Non. Moi aussi, parfois. Je l'ai entourée de mon bras. Mais celle qu'elle était vraiment ne me manque pas. Nous sommes restés assis dans un silence confortable, regardant un couple de balbuzards tournoyer au-dessus du lac. Mon téléphone a vibré, un texto de Karine, l'architecte paysagiste que je fréquentais depuis 2 mois. Une femme chaleureuse, directe, qui riait facilement et parlait honnêtement. Rien à voir avec Claire. Tu ne réponds pas, a demandé Émilie,
un sourire entendu aux lèvres. Plus tard. J'ai rangé le téléphone. Ce moment est juste pour nous. Le soleil montait plus haut, dissipant la brume matinale. Au loin, un bateau traversait la surface scintillante du lac, laissant un sillage d'ondulations qui s'élargissait et s'estompait. Comme les vestiges de mon ancienne vie, encore visibles si l'on regardait attentivement, mais s'éloignant un peu plus chaque jour. J'avais perdu une femme et un frère, mais j'avais trouvé une force que je ne me connaissais pas. Émilie avait perdu sa mère mais avait gagné une confiance inébranlable en son propre jugement. Ensemble, nous avions surmonté la pire des trahisons et en étions sortis non seulement intacts, mais d'une certaine manière plus complets qu'avant. Claire avait un jour ricané en disant que j'étais trop stupide pour le découvrir. Au final, sa plus grande erreur de calcul n'a pas été de sous-estimer mon intelligence, mais de ne pas reconnaître que la vraie force ne réside pas dans les complots et les manipulations. Elle se construit par l'honnêteté, la résilience et le courage d'affronter les vérités douloureuses. Alors que nous regardions le nouveau jour se lever, j'ai réalisé qu'en essayant de me détruire, Claire m'avait involontairement offert quelque chose d'inestimable, la liberté de devenir l'homme que j'étais toujours censé être. Je suis fier de nous, papa, a dit doucement Émilie. J'ai déposé un baiser sur le sommet de sa tête, le cœur comblé. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos réflexions. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous, et lançons la conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous n'êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte des histoires fraîches et captivantes tous les jours. Alors, cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.